Manon, oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Avec vous, on va aborder deux sujets qui ont un rapport direct et qui concernent directement la vie de millions d'Européens, mais aussi de gens à travers le monde. Tout d'abord, la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Pourriez-vous nous rappeler pour quelles raisons la Commission européenne tire en touche et refuse en tous les cas le principe même de cette levée des brevets? Quels sont les arguments qu'elle avance? C'est intéressant qu'on fasse cet entretien juste maintenant, parce que pour tout vous dire, je sors d'un entretien avec Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, et qui nous a sorti le même argument qu'on entend assez fréquemment. La levée des brevets sur les vaccins ne servirait à rien, elle ne serait pas utile. Comme si aujourd'hui l'ensemble des capacités de production à travers le monde étaient utilisées, ce qui est à proprement faux. D'ailleurs, il y a des chiffres de l'UNICEF qui ont été repris par l'ONG Oxfam et qui calculent qu'à peu près la moitié des capacités mondiales de production des vaccins ne sont pas utilisées à l'heure actuelle. Il y a des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques comme Teva qui se disent prêtes, disponibles à produire des vaccins. Ce qui leur manque, c'est la recette de production. C'est pour ça qu'on demande la levée des brevets pour que cette recette soit publique. Et force est de constater que encore aujourd'hui, après plus d'un an de pandémie et des millions de vies de perdues, eh bien, la logique de profit prime encore sur la santé et sauver des vies, puisque la Commission européenne est encore extrêmement frileuse, alors qu'on se prive d'un moyen le plus évident et le plus utile pour décupler nos capacités de production et vacciner un maximum de l'humanité, parce que si une partie non négligeable de la population française est maintenant vaccinée, au niveau mondial, on en est très loin et au rythme où on va, il faudra 27 ans pour vacciner l'ensemble de l'humanité. D'ici 27 ans, je pense qu'on aura eu un certain nombre de variants au-delà de ceux qu'on connaît déjà et des potentiels rebonds de l'épidémie avec les drames que l'on connaît. Alors c'est quoi? C'est réellement le lobbying fait par le Big Pharma en Europe. Il y a des producteurs de vaccins, l'Allemagne notamment avec BioNTech. C'est eux qui mènent la danse aujourd'hui, qui font pression pour qu'on n'avance pas plus vite que ça? Alors que les États-Unis ont changé leur position. Moi, je ne vois pas d'autre raison aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'argument valable qui est avancé par la Commission européenne. Et les laboratoires pharmaceutiques font tout, il est vrai, pour essayer de protéger leurs profits, leurs marges qui sont importantes. On peut prendre juste un exemple. Pfizer, c'est à peu près 30% de marge pour des doses de vaccins qui étaient vendues initialement 12 €, puis 19 €, et puis maintenant potentiellement beaucoup plus cher, sachant qu'on n'a même pas l'intégralité des contrats, y compris du nouveau contrat qui a été signé par la Commission européenne avec Pfizer. Et donc, au final, on se retrouve à avoir face à nous des laboratoires pharmaceutiques qui font en quelque sorte la loi, les règles, à la place du politique. Ce qui est lourd de conséquences dans l'immédiat pour l'épidémie, mais je pense aussi pour l'avenir et pour nos démocraties. Dans la résolution qui est soumise au Parlement européen, qu'est-ce qu'il y a exactement? Est-ce qu'on y parle de la levée des brevets ou pas du tout? Est-ce qu'on aborde cette question-là? On tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Les socialistes qui ont la coordination de cette résolution savent que c'est un point de difficulté. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. On aurait dû voter en fait, cette résolution il y a un mois, au moment où le débat s'est tenu au Parlement. Mais le groupe Renew, dans lequel siège La République En Marche, a demandé un délai d'1 mois. Et on se retrouve quand même à voter cette résolution après la tenue de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce, qui est la réunion clé pour discuter de la levée des brevets. Donc une stratégie de gain de temps de La République En Marche qui est manifestement très mal à l'aise face à cette question. Et dans cette résolution, au final, on tourne autour du pot, mais à aucun moment on appelle très clairement à une levée des brevets sur les vaccins. Ça va être déposé dans un amendement à part, qu'on va déposer conjointement avec les socialistes et les Verts, qui reste un amendement assez faible puisqu'il dit... Il enjoint la Commission européenne à explorer toutes les options possibles pour considérer la levée des brevets sur les vaccins. Bref, vous voyez ce type de langage, alors que l'appel il devrait être très clair. On a perdu déjà 1 an, des millions de vies. Ça suffit de faire primer les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Il faut une levée immédiate des brevets sur les vaccins et ne plus attendre encore de précieux mois pour sauver davantage de vies. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions déposé il y a un mois dans une résolution du Parlement qui parlait notamment de la question du sida, qu'on avait réussi à faire adopter à 9 voix près, un vote qui va peut-être être remis en question par le vote de la résolution cette semaine. Et donc on a des raisons d'être inquiets, et ce alors même, et on l'oublie souvent,
que ces vaccins ont été payés avec de l'argent public, votre argent, mon argent, donc je pense qu'on peut avoir un droit de regard dessus. Alors, est-ce qu'il est possible de résumer la position de la France? D'abord, est-ce que sa position compte vraiment dans le concert actuel sur cette question-là? Et est-ce qu'il est possible de la résumer ou est-ce qu'elle est tellement ambiguë et complexe que c'est difficile d'y voir clair? Alors oui, elle compte. D'abord, la voix de la France compte. C'est un membre du G7, du G20. C'est un membre influent sur la scène internationale et un membre très influent sur la scène européenne. Donc évidemment, si la France prenait une position extrêmement claire, ça aurait pu être ce qu'on appelle un game changer, un élément de changement du jeu. Le fait est que Emmanuel Macron, en la matière, met en œuvre de nouveau sa fameuse stratégie du « en même temps » qui consiste à tenir des discours publics en disant « mais oui, on a toujours été pour la levée des brevets sur les vaccins » quand Joe Biden notamment s'est exprimé sur le sujet, mais qui en réalité, en coulisses, fait tout pour bloquer cette levée des brevets sur les vaccins et manifestement se fait le VRP des laboratoires pharmaceutiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais libérer les brevets permettrait vraiment, on le sait, ça j'allais dire techniquement, de vacciner plus rapidement la planète et de ne pas attendre, comme vous le disiez tout à l'heure, 27 ans pour y arriver, quoi. Alors, il ne faut pas limiter la question de la levée des brevets sur les vaccins, il faut aussi un transfert de technologie, il faut aussi s'assurer d'avoir les matières premières, mais disons que c'est une étape indispensable pour augmenter les capacités de production et en effet être en capacité de vacciner l'ensemble de la planète, ce d'autant plus quand on voit aujourd'hui à quel point la répartition des doses à l'échelon international est très inégale. On a à peu près 70% des doses qui sont allées vers les États les plus riches. Et donc oui, l'enjeu c'est de dire ok, cette recette elle est publique, tous les laboratoires qui en ont la capacité, ils produisent et ensuite notre seul impératif, c'est de s'assurer qu'il y ait justement ce transfert de technologie qui soit opéré et espérer en effet décupler nos capacités de production et vacciner l'ensemble de la population pour en finir avec ce cauchemar. Est-ce qu'on est en train de perdre du temps en ce moment? J'ai envie de dire on en a déjà perdu tellement. Quand il y a un an déjà, au début de la pandémie, très vite au début de l'été, la question des vaccins était dans le débat public. Nous avions déjà alerté à ce moment très clairement la Commission européenne et ici au Parlement européen en disant nous pensons que c'est une condition sine qua non, la levée des brevets sur les vaccins pour sortir de cette crise et avoir suffisamment de doses pour la planète entière. Pendant très longtemps, à vrai dire, on a un peu parlé dans un désert d'indifférence, y compris ici au Parlement européen, heureusement soutenu à la fois par une initiative citoyenne européenne, par des organisations de la société civile, des ONG dont je salue l'action, Oxfam, MSF, etc., et qui nous ont permis de porter ce combat pendant longtemps très seuls. Pour tout vous dire, j'ai compté, il y a quasiment une dizaine de conférences des présidents où je siège ici au Parlement européen, où nous faisons l'ordre du jour du Parlement et je demandais au nom de notre groupe que se tienne un débat sur la levée des brevets sur les vaccins. Il a fallu un an pour que ce débat se tienne, mais que de temps perdu et encore aujourd'hui, nous n'avons pas obtenu gain de cause avec une levée claire au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et on n'en voit pas le bout pour l'instant de la question, c'est ça un peu le problème. Non, et j'ai le sentiment, pour être très honnête, qu'en effet, on perd un temps fou et que leur stratégie est d'enterrer la question, nous faisant croire, comme souvent c'est leur stratégie, on va en parler après, c'est un peu la même chose sur la taxation des minimums des multinationales, ils vont nous dire le problème est réglé. Et là, sur la question des vaccins, ils vont essayer de nous faire croire que le problème est réglé, mais en réalité, ce sont des stratégies de subterfuge qui consistent à donner l'illusion d'eux, mais qui dans les faits ne se traduit pas par de l'action et qui, à mon sens, absolument coupable quand on sait les vies qui sont en jeu et quand on sait aussi les profits qui sont en jeu. Manifestement, ils ont choisi leur camp, celui des profits. Vous avez fait l'enchaînement, alors allons-y, continuons. Vous avez aidé sur la transition. La décision samedi donc, des ministres des Finances du G7 pour mettre en place une taxation de 15% sur les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale a été qualifiée, on en parlait tout à l'heure off, d'historique, de révolution, etc. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est aussi beau? Est-ce que c'est pour une victoire pour tous ceux, et la gauche au Parlement européen en fait partie bien sûr, qui réclament une taxation efficace, réelle des grandes sociétés, et ça ne date pas non plus d'hier, ou pas vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment faut l'interpréter encore une fois? Là aussi, c'est... Parce qu'on a entendu les clairons, là. Ah oui, oui, et puis on a vu toute la une des médias, une victoire historique, c'est la fin de l'évasion fiscale. Bon, déjà, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Nicolas Sarkozy qui avait dit au G20 de Londres, il y a plus de 10 ans maintenant, c'est la fin des paradis fiscaux. Bon, on les a vus plutôt prospérer depuis. Non, en réalité, il faut regarder dans le détail ce qui a été annoncé.
D'abord, le concept d'imposition minimum, qui est un concept majeur, et là aussi pour lequel on s'est battu pendant très longtemps dans le désert. Moi, avant d'être élue, je travaillais pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale, et pendant des années, on a dit que, alerter sur cette course à la concurrence fiscale, qui consiste les États les uns après les autres à s'aligner vers le bas pour être concurrents dans un marché mondialisé, et à la fin, on ne taxe plus les multinationales. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été divisées par 2 en l'espace de 30 ans, imaginez-vous. Et la conséquence de ça, c'est qu'à la fin, ce sont les citoyens ordinaires ou les PME qui payent. Donc, on a, je crois, quand même une victoire culturelle où ils comprennent l'enjeu et l'importance de ce sujet. Un petit peu comme sur la levée des brevets sur les vaccins, sauf qu'ils le vident de leur sens. Et là, ils le vident de leur sens avec un taux à 15%. Peut-être paraître théorique pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'impôt sur les sociétés, mais pour vous donner une idée concrète et de comparaison, 15%, c'est à peine au-dessus du taux de l'Irlande, qui est à 12,5%, et qui est un des pires paradis fiscaux au monde. Il y a à peine quelques États de l'OCDE, je crois que de mémoire c'est 5, qui ont un taux inférieur à 15%. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ce taux Donc à 15%, ce taux existe déjà pour la plupart des pays. Oui, et il est au rabais, il est extrêmement peu ambitieux et il comporte un risque que tout le monde en fait s'aligne vers le bas, s'aligne vers le taux à la baisse et en fait acte que c'est le maximum d'ambition qu'on peut avoir. Et pour vous donner une idée concrète, avec ce taux minimum à 15% à l'échelon international, chaque État récupérera un peu mais quasiment rien. Pour la France, c'est 4 milliards d'euros. En revanche, si on avait acté un taux à 21%, qui était le taux proposé par Joe Biden, le voici de nouveau, 6% de plus, ça aurait été, on aurait récupéré 16 milliards d'euros en France, soit 4 fois plus. Et si on avait acté un taux d'imposition minimum à 30%, qui n'est pas révolutionnaire, qui est en dessous de ce qui a été fait dans l'histoire, de ce qui a été fait, de ce qui se pratiquait il y a quelques dizaines d'années, alors on aurait récupéré en France, tenez-vous bien, plus de 39 milliards d'euros. C'est 10 fois plus que cette proposition-là qui est sur la table. Alors je crois que de nouveau, derrière l'illusion donnée qu'on agit, qu'on lutte contre l'évasion fiscale et qu'on veut taxer les multinationales, en fait on vide la proposition de son sens et en quelque sorte on peut donner un blanc-seing à ces géants, à ces Total, à ces Amazon, qui je pense ne sont pas trop inquiets aujourd'hui. On s'accorde sur le principe et on parle sur le principe, mais effectivement dès qu'il s'agit de passer au taux réel, on n'y est pas. Quelle a été, encore une fois, là-dessus, la position de la France? Là aussi, c'est encore une position qui je dis des choses et je fais tout autre chose. En réalité, la France, ce qu'elle a proposé initialement, c'était le taux de l'Irlande à 12,5 et puis après, elle s'est accommodée du taux à 15%. Bref, moins d'ambition, tu meurs. Et tant qu'on peut offrir un certain nombre de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises multinationales, pourquoi s'en priver ? À la rigueur, je peux accorder à Emmanuel Macron là-dessus le mérite de la cohérence, puisqu'il est quand même celui qui a baissé l'imposition des sociétés en France de 33 à 25%, ce qui est une baisse de 8 points, dans un contexte où la France offre énormément d'avantages fiscaux, d'exonération fiscale, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la compétition au niveau international se passe sur les taux d'imposition, donc le taux auquel vous taxez, là on parle de 15%, mais elle se passe aussi sur la taille du gâteau à taxer, ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Et en la matière, la France regorge d'exonération. Donc si demain, la France faisait un taux d'imposition à 15%, avec le volume d'exonération qu'elle propose, on pourrait quasiment penser que la France est un paradis fiscal. Et de nouveau, je le répète, la raison pour laquelle on se bat dans tout ça, la conséquence de l'évasion fiscale, elle est double. C'est des recettes qui manquent dans les caisses de l'État, et donc derrière, moins d'investissement dans les services publics, dans nos hôpitaux, dans l'école, etc. Et la deuxième chose, c'est pour compenser un peu, on va augmenter certains impôts injustes, c'est la TVA, c'est la CSG, qui sont des impôts profondément injustes parce que payés en plus forte proportion par les plus pauvres. Est-ce que cet accord menace d'une manière ou de l'autre les grands paradis fiscaux célèbres, connus, ceux qu'il y a à travers le monde? Est-ce que ça les menace ou pas? Est-ce qu'on a une idée de la conséquence que ça peut avoir pour eux ou pas? Le concept de taux d'imposition minimum, clairement, vise les paradis fiscaux parce que l'objectif, c'est de leur dire maintenant, ça suffit, y compris les plus durs, parce que ça suffit, vous n'allez pas aller en dessous de ce taux. Mais c'est là où c'est important, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la bataille sur les taux et la bataille sur l'assiette fiscale, donc la taille du gâteau, c'est que prenons un paradis fiscal comme le Luxembourg. Je crois que personne ne dispute aujourd'hui, si ce n'est la Commission européenne, que c'est un paradis fiscal. Il y a eu nombre de scandales. Le dernier en date, OpenLux. LuxLeaks, etc. LuxLeaks, etc. Et s'agissant du Luxembourg, est-ce que vous savez son taux d'imposition nominal?
c'est 25%. Donc vous voyez que la bataille ne se joue pas uniquement sur le taux. Et si vous menez pas les deux batailles de front, alors il y aura toujours des trous de souris, ou même des plutôt gros trous dans lesquels les multinationales pourront s'engouffrer pour payer le moins d'impôts possible. Et en même temps, vous pourrez donner l'illusion que vous avez agi tout en offrant des échappatoires énormes à ces multinationales. D'où l'importance, pour être crédible, de mener la bataille sur ces deux fronts-là. Dernière question, est-ce que cette question de la taxation sur le bénéfice des sociétés va venir au Parlement européen ou on débat en permanence, mais est-ce qu'elle revient? Elle vient déjà à plusieurs titres. Bien on sûr. a un débat cette semaine au Parlement européen sur justement les annonces du G7. Il y a eu l'annonce d'un package de la part de la Commission européenne il y a quelques semaines qui présentait ses réformes en matière de fiscalité et qui évoquait la question du taux d'imposition minimum. Maintenant, moi je le dis très, très clairement et je m'adresse aussi à la Commission européenne, n'attendez pas des éventuelles avancées à l'échelon international. Ça vaut pour l'Union européenne et ça vaut d'ailleurs pour des États au niveau individuel. Rien n'empêche un État de décider d'un taux minimum qu'il fixe. Et si les entreprises ne respectent pas ce taux, alors les États peuvent unilatéralement taxer les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux et récupérer leur part du gâteau. Parce qu'à s'attendre, en réalité, entre-temps, c'est des milliards d'euros d'argent qui sont perdus et les inégalités qui explosent. Donc ayez du courage politique. Merci beaucoup Manon Aubry, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt à vous également. Au revoir.